Bonjour Martine Place, je travaille au XAPA Alcool de Carcassonne qui dépend de l'hôpital. Et juste, c'est pas grave du tout, hein, mais je voudrais juste préciser que c'est pas du tout un XAPA ANPA. Et que bien qu'on ait l'envie de travailler en vous écoutant, moi, tout ce que vous avez dit aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié toutes les interventions et ça m'a donné pas mal de pistes pour le travail à l'avenir et quelques espoirs aussi d'ailleurs avec monsieur. Mais on se fait souvent la réflexion en équipe, on a une moyenne d'âge, je pense, de consultants plus élevée traditionnellement avec l'alcool, bien que la moyenne d'âge ait baissé, je pense, ces dernières années que sur AID 11. Donc on a peut-être une moins grande habitude de prendre en charge des adolescents et on se trouve souvent confronté à des difficultés de disponibilité et des difficultés certainement de compétences aussi. Donc on a vraiment un besoin de s'insérer dans un réseau. Et on a très certainement notre petite place à prendre dans ce réseau, du moins je l'espère. Mais je serais ravie si la maison des adolescents ou quiconque s'intéresse à la question pouvait... parce que nous, on n'aura pas ni l'énergie, ni l'envie, ni le temps de monter un réseau de soins autour des adolescents. Mais si quelqu'un le fait, eh ben, on sera ravis. Et puis... on sera content de savoir en fait avec qui on va pouvoir travailler et à qui on peut adresser quand on a des problématiques addictives, accompagnées de souvent problématiques familiales, comme c'est souvent le cas, c'est ce qui nous a porté souci, à qui on peut adresser, parce que bon, même si on nous a donné quelques pistes, que le CMP pouvait recevoir les jeunes à partir de 16 ans, on n'a pas toujours envie de les envoyer au CMP. Et on sait que le CMP est déjà surchargé. Donc avec qui on peut travailler, de quelle façon, c'est vraiment quelque chose qui nous intéressera de discuter avec vous. Je vais pouvoir répondre pour la maison des ados, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. Effectivement, ce qu'on se disait aussi en faisant ce colloque, c'est que ces moments d'échange et de partage, c'est aussi pour construire derrière... évidemment des projets et du travail ensemble. Donc la maison des adolescents va bien sûr s'y employer et on espère prochainement. Oui, moi je voulais rajouter une chose à ce que j'ai dit, c'est que le travail en réseau, bien sûr, est très important et nécessite d'être développé, construit au quotidien, au jour le jour, mais je pense qu'il doit être institutionnalisé aussi. Je remarque souvent, et mes collègues me font partager leurs sentiments là aussi là-dessus, c'est que c'est souvent personne dépendant. C'est-à-dire qu'une infirmière ou un infirmier a contact avec tel ou tel personnel de telle ou institution, à titre, je dirais, officieux. L'échange se passe bien, ça marche bien, donc voilà, les personnes travaillent ensemble. Mais je souhaiterais, dans le cadre du travail en réseau, qu'il y ait peut-être plus de chartes de partenariat qui soient signées entre institutions pour que quand l'une ou l'autre de ces personnes mute ou part en retraite ou se déplace, eh bien, tout le travail mis en place ne tombe pas à l'eau et qu'il y ait toujours un référent et qu'il y ait toujours une réponse, hein, comme vous le disiez. Voilà. Donc c'est un petit peu un appel, là encore, peut-être, hein, une aide que la Maison des ados pourrait nous apporter, là aussi. Voilà. Bien sûr. Vous allez être très sollicités. Effectivement, que ce soit institutionnalisé, le réseau, ça semble inévitable pour que les actions puissent perdurer. Donc c'est aussi là où se trouve la difficulté, je ne vous le cache pas, puisque depuis 1 an que la Maison des ados est en activité, on se heurte pas mal effectivement à arriver à ce que les institutions donnent l'aval sur des protocoles pérennes. Donc effectivement, je crois que tout le monde travaille bien les uns avec les autres, que ce soit qu'on puisse établir des protocoles pérennes, c'est une difficulté parce que voilà, chaque institution est un peu sur sa réserve et sur son champ. Donc
effectivement, c'est difficile de poser des actions comme ça, intersecteurs, interchamps, interprofessionnels. Mais effectivement, c'est un objectif de la Maison des Ados. Donc, on va continuer. Bonjour, Lucie Verjuly, je suis éducatrice à l'UDASPA. Ma remarque, en fait, c'est que j'ai l'impression que pour les conduites à risque dans l'Aude, on se retrouve à l'UDASPA assez souvent avec des jeunes qui nous sont envoyés parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'ils pourraient aller. Et finalement, je me trouve des fois confrontée à des jeunes où je me dis, est-ce qu'ils ont leur place ici ? Parfois oui, parfois non. Mais à un moment donné, est-ce qu'on fait du soin ou est-ce qu'on fait de l'accompagnement ? Les deux sont mêlés et c'est parfois très compliqué. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport aux possibilités d'accueil des jeunes dans l'Aude. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots, selon vous, quelles sont les missions de l'UDASPA et quels sont les jeunes qui sont susceptibles de trouver bonheur par votre prise en charge ? L'UDASPA L'UDASPA, c'est l'unité d'accueil et d'accompagnement et de soins pour adolescents dans l'Aude. Donc en fait, on accueille 10 jeunes à temps plein, normalement pour des soins psychologiques, donc surtout pour du bilan, normalement. On bilane des jeunes. Pardon ? Normalement, du bilan et du soin, ça dépend vraiment. Et c'est là aussi qu'est le souci, c'est qu'à un moment donné, on a du mal à se positionner. Et également à accompagner ces jeunes, parce que le soin peut être réalisé sur un temps donné en hospitalisation complète. Et après, il est intéressant qu'il y ait un suivi qui soit continué en CMP ou à l'extérieur. Et c'est vrai que parfois on se retrouve avec des jeunes qui peut-être n'ont plus leur place en institution fermée, parce que bon, mine de rien, on est quand même dans une hospitalisation complète, et qui se le retrouvent faute d'autres solutions. Moi, je vais dire une colère. Je ne vais pas vraiment répondre. Sur cette partie de l'Aude, nous sommes à Narbonne. Moi, j'aimerais qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, ces jeunes qui vont mal, qui les traduisent par des symptômes, et dont la réponse la plus courante est qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Qu'est-ce que nous voulons pour ces jeunes ? Il n'y a pas la place. Effectivement, quand on se retrouve avec un jeune qui est dans une symptomatique complexe, on se le retrouve dans les bras, comme un bébé. Et n'importe où qu'on s'adresse, il n'y a pas de la place. C'est quoi, au niveau anthropologique, c'est les sociétés qui n'ont pas la place, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens d'accompagner des jeunes qui nous interpellent tous les jours. Effectivement, on le voit bien, c'est les listes d'attente quand on veut un rendez-vous pour un jeune en psychiatrie. On voit bien la difficulté quand on a des adolescents à partir de 13, 14, 15, 16 ans, qu'il n'y a pas de place, que la pédopsychiatrie s'arrête à un moment donné. La psychiatrie adulte, on a vu des gamins de 13 ans hospitalisés en psychiatrie adulte à Narbonne, avec des grands schizophrènes. Quand on arrive à ces genres de situations, ça vaut le coup de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut pour ces jeunes ? Qu'est-ce que collectivement, qu'est-ce que la société, qu'est-ce qu'on y fout comme moyen ? Quand je vois des réparties qui se terminent en catastrophe, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir encadrer ces comportements des jeunes qui ont des allures de comportement initiatique ? Qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner là-dedans, pour les aider à un peu historiser leur histoire ? C'est pourquoi je dis, je voulais crier cette colère-là. Je l'avais déjà dit, c'est dit, je suis tranquille maintenant.
Alors, je n'ai pas de réponse à apporter à votre question, sauf que ce que vous dites, je l'entends et très récemment, de la part du centre éducatif fermé de Narbonne, pour bien l'appeler, et d'autres lieux, on va dire, contenants au pénal pour les mineurs, qui me posent, moi, la même question, en disant, mais monsieur le juge, arrêtez. Alors, là, ce n'était pas moi qui étais en cause, mais bref, la justice, arrêtez, nous envoyez, écoutez, je vais faire ça, mais des psychotiques. Nous sommes un centre éducatif fermé, nous sommes là pour l'éducatif, leur trouver un stage, une formation. Donc vous voyez, d'autres établissements se posent peut-être les mêmes questions que vous. Savoir, mais pourquoi ce mineur-là, alors que ce mineur-là n'entre pas forcément dans le champ de nos compétences? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de mineurs qui ont des conduites à risque, pour en revenir à notre thème, ou pire, qui sont psychopathes ou autres, avec une pathologie psychiatrique? Ou est-ce qu'on ne se connaît pas, en définitive? Les établissements ne se connaissent pas ou mal. Et est-ce qu'on n'a pas aussi un seuil de tolérance beaucoup trop bas, en baissant les bras, alors trop vite Si on est un lieu de soins, on ne peut pas faire du soin avec un jeune qui est envoyé ici de force, suite à une OPP ou quelque chose comme ça, qui n'a qu'une envie, c'est fuguer. Et à un moment donné, nous, on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à faire un réel travail. Et c'est vrai que parfois, nous, ça nous met vraiment en difficulté. Et par rapport au manque de place et à la liste d'attente, c'est également quelque chose qui nous questionne, parce que des fois, on a des jeunes qui vont mieux, qui pourraient sortir, mais faute de structures adaptées, de foyers, de familles d'accueil, ils engorgent, entre guillemets, les places de l'UDASPA, et du coup, on a une liste d'attente très longue, et parfois on rappelle les familles 2 mois, 3 mois plus tard, ils nous disent « oui, mais on s'est passé de vous parce que maintenant la crise est finie, on a dû gérer la crise ». Elle s'est gérée aux urgences de Narbonne, elle s'est gérée aux urgences de Carcassonne, alors qu'il y avait un lieu adapté, mais qui était embouteillé, qui était engorgé plutôt par des situations qui n'avaient rien à faire à ce moment donné-là. Après, c'est pas du tout une critique des uns des autres, mais c'est vrai qu'on se retrouve parfois dans des situations vraiment difficiles, difficiles, et où en tant que professionnel, on a du mal à faire notre travail, et on se questionne beaucoup, Et alors, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais pensez au juge qui doit trouver la décision. Il est payé pour ça, il le fait, il le fera. On lui dit, ce jeune est psychotique. Non, pas du tout, ce jeune n'est pas psychotique. Donc il faut lui trouver un lieu de psychiatrie infanto-juvénile, mais pas du tout. Il lui faut un centre éducatif renforcé ou un séjour de rupture. Voilà, on est aussi face à on va appeler ça comment, des injonctions paradoxales. Pourquoi pas? Il y a ça aussi de notre côté. C'est pas simple, on s'en sort quand même bien. On est là pour parler des choses qui fâchent, évidemment. On a parlé des 5% des adolescents qui ne vont pas bien. Là, on parle des cas qui ne vont pas bien. Ça fonctionne pas trop mal par rapport aux statistiques que vous avez données. Ça pourrait être malheureusement bien pire. Je ne suis pas là en train de nous attribuer à tous des médailles. Il y a beaucoup à faire, dans l'Aude en particulier, et côté carcassonnais peut-être plus. Mais ça fonctionne quand même. Et ça fonctionne encore mieux quand on est en réseau, comme l'a dit Madame Prévost, avec la justice aussi, où ce que disait un de mes collègues, mes ex-collègues, il avait raison, chacun prend un petit bout de la pelote. C'était une formule qu'il avait, je trouvais ça parfait. Dans les cas limites, les cas difficiles, comme on dit, chacun... Alors après, il faut faire attention à ce que le gamin ne soit pas complètement déstructuré, ne sachant pas qui est qui fait quoi, qui s'occupe de moi. Mais quand même, que chacun, quand vous baissez les bras, votre établissement baisse les bras, quand il n'y a pas de place, ça aussi je l'entends en longueur de journée, il n'y a pas de place, bien on trouve autre chose. Il y a un instant familial relais, il y a la famille, parlons-en quand même de la famille, avant toute chose. Sachez que dans la loi, si un enfant doit être placé, je ne parle pas au pénal, mais au civil, un enfant en danger qui est maltraité chez lui par ses parents ou autres, s'il doit être placé, la loi nous dit, d'abord, il faut penser à l'autre parent. Ça paraît logique, mais quand même, la loi le dit, l'autre parent. Si ce n'est pas possible, un membre de la famille. Si ce n'est pas possible, l'entourage, le fameux tiers digne de confiance dont parle la loi, et si ce n'est pas possible, un établissement, et si ce n'est pas possible, un établissement, enfin pas possible, si c'est un cas pathologique ou psychiatrique avéré, un établissement tel que le vôtre, tel que l'UDASPA. Mais vous voyez, l'ordre est important, et il m'arrive de le rappeler, parce que parfois on dit, ça ne va pas du tout, le gamin, il faut le placer. Ah oui, mais attention, on va le placer peut-être. Pensez à la famille d'abord. La famille a des ressources insoupçonnées. Et les parents sont plus forts que nous, quelquefois. Ce n'est pas les parents, au moins l'entourage.
sont parfois plus forts que nous pour trouver les clés. Donc, on se débrouille pas trop mal, et peut-être qu'en ayant le réflexe, moi le premier, hein, le réflexe famille, d'abord, avant tout, avant de penser institution, soin, s'il faut du soin, comme vous l'avez, je ne sais plus qui l'a dit, mais on doit penser d'abord ambulatoire avant toute chose, et pas forcément placement, tel que dans un établissement comme le vôtre, ou pire, dans le cas que je vous disais tout à l'heure, dans un établissement fermé, qui est l'antichambre de la prison, encore une fois. Donc, il y a quand même ça, et il ne faut pas que le rouleau compresseur de la justice ou du conseil, ou des conseils généraux, c'est pas qu'ici, mais même ailleurs, le poids des institutions nous fasse nous dire, bon, placement, il faut le placer, il faut trouver une structure, il faut quelque chose. Famille d'abord, structure après. Place ou pas place, après c'est autre chose, mais bon. C'est ce que vous décrivez là, hein, l'idéologie du lien familial, la famille d'abord. Au nom de cette idéologie, on a fait des grandes conneries, hein, quand même. Hein. Mais bon. Et la famille d'accueil à l'adolescence, grand débat. Au fond, dans l'ensemble, les conseils généraux ne pratiquent pas la famille d'accueil à la place d'un placement en internat. Or, moi, pour ma part, je pense que beaucoup des adolescents que nous plaçons en internat seraient beaucoup mieux dans une famille d'accueil. Mais ça suppose un choix des familles d'accueil considérable, et surtout une mise en place d'un soutien de ces familles d'accueil, une formation de ces familles d'accueil. Je crois que c'est un énorme truc à mettre en place. J'ai essayé, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, c'était impensable. Impensable. On ne place pas un adolescent en situation psychopathique ou de transgression X ou Y, eh bien, on ne le place pas en famille d'accueil. Il y a une sorte d'opposition là qui a... D'abord une remarque, parce que vous avez tout à l'heure souligné qu'on ne parlait que de 5% des adolescents. Mais bon, moi ça me rassure parce que les autres vont pas mal. Mais les autres, de temps en temps, eux aussi, ils relèvent la tête et ils bougent un peu, et des fois ils bougent un peu fort. Et notamment dans les institutions où on accompagne nombre d'adolescents. Et justement, c'était pour dire que la problématique, c'est la crise quand même. Et souvent, ça coince un peu quand on gère des crises. Monsieur le juge, tout à l'heure, il faisait référence quand il y a un événement spécifique qui s'est passé, un délit, etc., ou une crise comportementale, ou un passage à vide de l'adolescent. Et c'était pour revenir un petit peu sur ce que disait Madame tout à l'heure, là, sur le réseau. Et moi, je crois que c'est très bien s'il y a des protocoles, s'il y a des... entre les institutions, avec des procédures, etc., mais je crois que sur un département comme l'Aude, on est en capacité quand même de se connaître dans les institutions, même s'il y a des gens qui partent et d'autres qui arrivent. Et je crois qu'à partir de là, justement, les admissions peuvent être pertinentes. Parce que, bon, tout à l'heure, vous disiez, on nous confie des enfants, mais vous avez quand même à l'UDASPA une commission d'admission avec un protocole, avec des procédures. Donc, je veux dire, vous les connaissez, les enfants que vous accueillez. Et, moi, j'ai quand même, pour avoir pratiqué, je me suis rendu compte que quand même, bon, il fallait montrer patte blanche, il fallait expliquer la situation, et puis on en discutait, et on échangeait. Et qu'à un moment donné, bon, si l'admission était pertinente, elle pouvait se faire. Alors certes, peut-être à échéance déplacée. Et je crois que c'est important que sur un département comme l'Aude, on continue à travailler entre les institutions, à se connaître, parce que justement, là, l'enfant n'est plus une chose dont on se débarrasse, ou parce qu'on vit la crise, c'est difficile, c'est douloureux, et justement, si on se connaît, on peut avoir confiance. On va pas nous... Si je vous propose cette situation, c'est parce que je pense qu'elle est pour vous, pour un temps, et je crois qu'à partir de là, on humanise le processus, au risque de se tromper des fois, mais je crois que c'est important. Le réseau, le travail porté par des hommes ou par des femmes et des hommes. Voilà ce que j'avais envie de dire.
Je vous rejoins tout à fait, sauf que ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas que ce soit uniquement à titre officieux. Ça doit aussi passer par des choses plus institutionnelles. Voilà. Parce que pour être arrivé dans l'Aude il y a quelque temps, eh bien, quand vous n'êtes pas connu par le réseau, quand vous n'avez pas de référent, eh bien, vous ramez singulièrement dans ce département pour adresser un élève à tel ou tel professionnel. C'est quelque chose que je n'ai pas connu ailleurs, que ce soit dans le Rhône, que ce soit dans l'Ain, que ce soit dans la Savoie, que ce soit dans la Haute-Savoie. Voilà, donc j'en témoigne aujourd'hui. Corinne Écussin, je suis assistante sociale, je travaille en protection de l'enfance. Donc effectivement, c'est des questions qui sont qui m'intéressent, qui sont épineuses, puisque la recherche de lieux et de réponses pour des adolescents, c'est quelque chose auquel on se confronte tous les jours. Moi, alors c'est vrai qu'on parle de psychiatrie, je connais bien la situation, justement, puisque je m'occupe d'une jeune fille qui est en manque de réponses totalement adaptées. Moi, j'ai travaillé dans un autre département, la Haute-Garonne, où on avait déjà... du coup, ça me fait penser à la variété aussi de réponses. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On a peut-être besoin aussi d'inventer des réponses, alors peut-être pas forcément en termes d'accueil, mais des réponses un peu à la marge de ce qu'on connaît. Est-ce que c'est vraiment adapté aux besoins des adolescents aujourd'hui ? Je ne suis pas sûre. Donc ça, c'était la première question. Et ensuite, je pense aussi aux adolescents qui ne sont pas en demande, ou en tout cas qui ne formulent pas. Effectivement, ils ne vont pas facilement voir des psychologues. Mais pour certains, la seule chose qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui, c'est « je veux juste qu'on me fiche la paix ». Donc ils sont pas du tout, ils sont en refus de tout. Donc ceux-là, effectivement, on les accroche pas. On les appelle, c'est pas un très joli mot, mais les incasables, qui sont parfois à la marge de beaucoup de champs d'intervention. Voilà, c'est quelque chose. Donc la question de la diversification, elle me paraît importante parce que quand on n'apporte pas la réponse, on les met en échec. Ils rentrent dans une reproduction d'échecs et qu'effectivement, j'ai le sentiment qu'on fait pire que si on ne faisait rien du tout. Voilà. Sur les incasables, on a l'impression que ce livre a été écrit hier. Oui, on a l'impression, alors que c'est un livre qui date. L'idée que j'ai d'un incasable, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre dans un casier. Je crois que deux fois, on est emmerdé avec ces adolescents parce qu'on voudrait les mettre dans un casier. Le centre de soins voulait les mettre dans un casier. On ne peut pas. Il y a la psychose derrière. La psychiatrie voulait les mettre dans un casier. On ne peut pas non plus, parce qu'il y a la consommation de shit derrière. Ça, cette idée d'incasable, c'est vrai que vous avez raison. On en a beaucoup discuté avec la maison de l'adolescent. Il y a quelque chose il y a de la créativité à avoir, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à inventer, il y a des alternatives à créer. Mais je pense que cette journée et puis les gens que nous avons eus me rassurent par rapport à ça. Il y a du travail d'invention à faire, de créativité. Les adolescents sont polymorphes, comme on dit, ça nous demande une souplesse psychique, une souplesse mentale, une souplesse institutionnelle pour pouvoir travailler. Parce que quand on se retrouve à ces adolescents incasables, c'est que quand on fait des réunions, on veut la place où le mettre. On veut la place où le mettre. On cherche, mais forcément, il n'y en a pas. J'ai l'impression qu'on est des fois à la recherche d'une place imaginaire, voyez, de quelque chose là qui va venir faire magie dans le truc, quoi. On va le mettre là, paf, et puis tout le monde sera tranquille. Mais tant qu'on sera dans cet état d'esprit là, de chercher un casier qui va au millimètre près à chaque adolescent qui est polymorphe, on serait dans la merde. Voilà. Autrement dit, le terme d'incasable est assez épouvantable. Cela suppose que nous cherchons à caser. Et cela suppose que nous fassions des diagnostics, que nous donnions une étiquette d'incasable. Il me semble que le terme que vous utilisez, qui a été proposé par des psychiatres de mes collègues, je connais bien ce terme, mais n'est pas du tout adapté à l'adolescence, quoique ce sont des psychiatres de l'adolescence. Je voudrais vous poser une question. Vous avez entendu en tant que juge,
Vous avez entendu les statistiques de prise de cannabis qui sont effectuées à 17 ans chez donc 93% des adolescents. Donc 93% de ces adolescents sont en situation, on va dire, délicate à l'égard de la loi sur le cannabis. D'une certaine façon, ils devraient tous venir à vous. Ça fait beaucoup de centres fermés, ça, non? Donc, je disais ça parce qu'en effet, moi je pense que la plupart des départements français sont extrêmement bien organisés pour accueillir les adolescents ou en milieu ouvert, plus ou moins fermé, etc. Enfin, nous sommes quand même un pays où il y a un développement formidable de la prise en charge des adolescents. Et comme ma question le suggère, une grande souplesse de la part des juges dans l'ensemble. Hein. S'il n'était pas souple à ce moment-là, on l'a vu, tous les adolescents seraient délinquants. Hein. Bon, seraient par définition délinquantes, seulement 96%. Donc il y a... Le problème, c'est pas de créer d'autres structures dans lesquelles on peut mettre des incasables. Le problème serait plutôt le réseau. Ça reste que chacun d'entre nous s'occupe de cases différentes. Lorsque nous savons que par définition, l'adolescent doit rester et se créer à partir de son incasabilité. Donc le problème est vraiment les rencontres, comme celle-ci par exemple. Mais la multiplication des rencontres, sont-elles possibles dans les emplois du temps de chacun, etc. Mais c'est là que réside ce problème. C'est pas dans le problème financier, dans la question financière accordée à l'adolescence par l'État. C'est pas là. Enfin, je vous parle en tant que celui qui a fait des réclamations de financement depuis toute ma carrière. Mais je pense qu'on a un pays extrêmement riche sur le plan des réponses à l'adolescence. Est-ce que nous savons nous en servir? On a parlé de psychose. Alors pour moi, il n'y a pas de psychose à l'adolescence. Les seules psychoses que l'on peut caser en tant que telles sont les psychoses infantiles qui abordent l'adolescence. Là, en effet, on est au chapitre de la psychose. La psychose adulte ne commence pas à l'adolescence. On l'a cru pendant des années. On a parlé de pré-schizophrénie, de pré-psychose, etc. L'adolescence n'est pas dans la psychose. Il y a des processus psychotiques, mais qui n'en a pas? Tout le monde a plus ou moins quelques processus psychotiques dans les moments traumatiques, dans les moments critiques. On a tous une réaction de ce modèle. Mais il n'y a pas proprement parlé de psychose. Je dirais même que l'adolescence est dans une période où tous les adolescents frôlent la survenue de phénomènes psychotiques, mais ne sont pas proprement psychotiques. La question de la psychose, elle vient vers 17, 18, 19 ans, c'est-à-dire l'entrée en schizophrénie, qui est un tout autre problème, mais qui n'est pas celui de l'adolescence, mais qui peut être celui du juge qui reçoit un schizophrène débutant à 17 ans. Hein. Ce n'est pas le problème vraiment du spécialiste d'adolescence. Il n'y a pas de schizophrène apprenti. On le devient. On l'est ou on ne l'est pas, ou je ne dirais pas la chose aussi sèchement, mais le problème probablement de la psychose adolescente est un énorme problème sur lequel on ne voit pas très clair. D'ailleurs, on a fait plusieurs numéros à la revue sur cette question-là, en laissant toujours les numéros ouverts. Celui qui connaît peut-être le mieux, c'est Marcelli, qui a pas mal publié dans ce domaine. C'est pour ça que quand je vous entends dire qu'il y a des psychoses dans tel casier, si je puis dire, eh bien, ça m'étonne. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce colloque, puisqu'il n'est pas loin d'être 18h. Je souhaitais vous remercier à tous d'être venus. Et bien sûr, vous pourrez retrouver toute la conférence sur le site de la Maison des adolescents de l'Aude. Sachez aussi que nous allons vous interpeller, comme nous l'avons fait l'année dernière, pour savoir ce qui vous intéresserait pour le colloque suivant. Merci aux intervenants.